Bonsoir. Merci de prendre le temps de m'écouter. Je suis Olivier Lupias, donc, et je remercie beaucoup Voyage d'Exception de me donner la possibilité et de m'ouvrir le micro pour vous expliquer et commenter ce circuit, superbe circuit. Vous avez déjà eu un aperçu dans la vidéo précédente et je vais m'attacher donc à décrire ce circuit et donc pour donner le maximum de renseignements, d'informations pour ceux qui sont déjà inscrits et pour ceux qui seraient hésitants, ne plus hésiter et de s'inscrire encore, ou en tout cas de réfléchir à ce circuit qui va nous amener à travers 4 pays de l'Asie centrale, dans des régions, finalement des pays que nous connaissons dans des récits, dans des livres, euh, que nous connaissons bien sûr par de nombreux reportages, surtout celui de l'Ouzbékistan, et là, qui en même temps sont des terres assez méconnues, qui sont dans des fois dans des vieux récits, des vieilles lectures que nous avons donc dans les récits de Marco Polo, dans les récits de grands voyageurs, et qui méritent franchement d'être vus sur place. Et donc, ce magnifique voyage vous permet, lors d'une croisière ferroviaire, d'approcher ces 4 pays. Alors, il y a beaucoup de croisières maritimes fluviales dans le monde, peut-être moins de croisières ferroviaires, mais elles n'ont rien à envier à ces croisières donc de bateaux. Et franchement, c'est un moyen unique et formidable de traverser ces pays qui sont dénués de mer. Et donc, le train est un formidable moyen de transport. Les routes, j'avoue, sont dans un état des fois un peu compliqué, et surtout à travers le grand désert du Kizilkoum. Donc, franchement, je vous engage donc à venir à bord de notre train, la route de la soie express, le Silk Road Express. Et donc, nous allons embarquer ensemble pour faire ce fabuleux et magique circuit à travers donc les 4 pays. D'abord, je vous propose de regarder déjà la diapositive suivante pour vous expliquer un peu le déroulement du circuit. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de la vie à bord de notre train, qui est un train spécifique, un train de très haut standing, mais qui mérite donc d'être développé, et je serai ravi de répondre à vos questions, bien sûr, si vous en avez. Je connais très bien l'Ouzbékistan, ça fait 35 fois enfin 35 voyages, voire 40 voyages, donc j'ai bien connu l'Ouzbékistan à l'époque soviétique. Mes études ont fait que j'ai habité à Moscou et que je suis russophone, et donc cela me permet donc d'être comme un poisson dans l'eau. Pour un pays qui n'a pas de mer, c'est peut-être pas la bonne image, expression, mais en tout cas, ça me permet donc de bien donc pouvoir comprendre et approcher ces pays depuis des années, car ils sont donc bien sûr avec leur langue propre, mais également avec beaucoup de communautés russes, et donc la langue russe est la deuxième langue parlée dans ces 4 pays. Nous allons visiter le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, 4 pays d'Asie centrale. Le Turkménistan est au sud, mais je vous laisse faire des recherches si ce pays vous intéresse. Il y a 5 pays, mais nous en visiterons 4, c'est déjà énorme sur 15 jours. Nous attacherons essentiellement à l'Ouzbékistan, et puis nous visiterons le Tadjikistan, Kirghizistan et Kazakhstan avec leur capitale, Douchanbé, Bishkek, et l'ancienne capitale, ex-capitale Almaty, qui était la capitale jusqu'en 97, qui a cédé à Astana, le flambeau de la capitale. Donc, l'Ouzbékistan est un pays donc à peu près grand comme la France. Le Kazakhstan, beaucoup plus grand, 2,5 millions de kilomètres carrés. Les deux autres, donc des pays beaucoup plus petits. Pour l'un, Kirghizie, 200 000, et Tadjikistan, 150 000 donc kilomètres carrés. Donc, nous ferons un vol de nuit qui consiste à faire essentiellement 2 vols Paris-Istanbul, mettons, si on voyage toujours sur la Turquie comme l'année dernière avec mes 16 clients. Et nous arriverons à Tashkent par le deuxième vol d'Istanbul jusqu'à Tashkent, un vol de nuit. Alors, nous avons à peu près 2 heures et demie pour faire Paris-Tashkent, excusez-moi, Istanbul. Istanbul-Tashkent, c'est à peu près 4 heures et demie, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Un vol de nuit, donc un peu fatigant, mais nous sommes le matin accueillis par Sharov, notre guide, enfin le guide que j'ai eu l'année dernière, ou un collègue à lui, mais je peux vous dire que les guides sont exceptionnels dans l'Ouzbékistan, un peu français de très très haut niveau. Et donc nous serons accueillis avec lui, si c'est les Sharov qui nous accueillent, mettons, et nous arriverons dans la capitale, Tashkent, donc de l'Ouzbékistan, pour y passer une journée. Donc la première journée est consacrée d'abord à se reposer un peu à l'hôtel, un hôtel magnifique, l'hôtel Mercure, donc 5 étoiles, comme la plupart de tous les autres hôtels auxquels nous irons. Et nous irons donc l'après-midi visiter donc les monuments emblématiques de la ville de Tashkent, et le lendemain nous quitterons notre hôtel pour aller à une centaine de kilomètres au nord donc dans les montagnes Shingan qui se trouvent au nord, qui est très intéressant puisque ça permet de voir les
des contreforts montagneux qui vont former ensuite après le Pamir et le Tian Shan beaucoup plus loin, mais c'est une zone intéressante et de stations de ski. Alors à l'époque où nous irons, bien sûr, comme vous pouvez voir, du 2 au 16 octobre 2025, il n'y aura pas de neige, mais ça permet de voir un peu, donc grâce aux installations, de prendre un téléphérique et d'aller profiter du point de vue, du panorama sur ces chaînes de montagnes. Et puis nous revenons le soir 3 à Tashkent et là nous embarquerons à bord de notre train avec tout l'équipage qui sera présenté, un verre de bienvenue dans la salle VIP de la gare de Tashkent pour commencer notre circuit qui nous amènera donc à travers les 4 pays. Nous avons grosso modo donc 9 jours de train et 6 jours donc sur place où nous avons des séjours à l'hôtel, ce qui permet de faire un break, ce qui est très chouette puisque ça permet donc de bien voir les villes comme Bukhara et Samarcande par exemple, et nous avons donc une nuit et 2 nuits d'hôtel. Nous irons ensuite de Tashkent, nous partirons à Khiva. Donc là, nous ferons un parcours de 1000 kilomètres à peu près en train à travers le Kizilkoum. Et là, nous partirons, nous irons visiter Khiva. Je vais le développer en montrant la diapositive tout à l'heure. Et du 4e jour, nous partons ensuite le 5e, le 6e jour à Bukhara. Bukhara, une ville vraiment superbe. Elle est plus d'une centaine de médersa, d'établissements religieux, de bâtiments religieux, puisque c'est l'islam, hein, comme tout le monde le sait, la religion dominante dans ces pays. Et nous allons donc consacrer 2 jours à la visite de Bukhara avec une nuit dans un hôtel, l'hôtel Asia Bukhara, qui est idéalement situé dans la vieille ville. Et nous profiterons donc de cette halte pour visiter la Bukhara, la noble, la sainte. Donc, jusqu'au 6e jour. Ensuite, le 7e jour, nous allons à Shakhriziabs. Shakhriziabs, c'est donc la ville au sud de l'Ouzbékistan, la plus méridionale, pour voir la ville natale de Tamerlan. Donc Tamerlan, personnage emblématique, je ne vais pas m'attarder sur lui, puisque nous en parlerons lors d'une conférence à bord du train. Donc le grand conquérant donc de l'Asie centrale, la personne emblématique de cette région-là, de ce pays, Shakhriziabs. Et là, ça permet également de voir les premiers contreforts du Pamir. Donc c'est superbe, là un paysage, là nous sommes sortis du désert. Et là, de là, nous partirons vers un petit village qui est situé à une 50aine de kilomètres en bus pour aller prendre un thé, c'est pas le thé au désert dans le Sahara, c'est le thé donc en Ouzbékistan avec donc toute l'hospitalité de la famille ouzbèque qui sera ravie de nous recevoir pour partager un moment donc de convivialité avec dégustation de petites pâtisseries locales, donc friandises, et nous visiterons l'école, donc ce qui permet également d'avoir un contact avec la population, l'école locale, et c'est surtout grâce à votre passage et au fait que nous reversons une partie de votre voyage à l'école, entre autres pour les achats de cahiers et de fournitures scolaires. Et donc, ça permet à ce petit village donc de vivre peut-être un peu plus confortablement, en tout cas d'avoir des subsides, on peut dire, grâce à notre petit passage chez eux. Ensuite, nous partirons au Tadjikistan. 2e pays, donc Tadjikistan, avec sa capitale Dushanbe. Et là, je dois dire que c'était formidable depuis quelques années, c'est que nous n'avons plus besoin de visa, nous avons simplement besoin de passeport. Et donc là, le passeport avec 6 mois de validité, et là, ce qui permet de faire des allers-retours sans aucun souci. C'est vraiment une grande liberté. Dushanbe, nous y passerons la journée. La capitale étonnante, une capitale donc plutôt récente, mais ça permettra d'avoir un aperçu sur ce Pamir, le toit du monde, donc dans celui-là. Je dis vite au passage que nous n'irons pas dans des altitudes extrêmes. Nous sommes entre 400 et 800 mètres, voire 1600 au plus haut de notre circuit. Donc, pour les personnes qui s'inquiéteraient des hautes montagnes, je vous rassure de suite, même si certaines régions, comme le Kirghizistan et le Tadjikistan, sont entourées de montagnes vertigineuses. Dushanbe. Ensuite, nous partirons sur Samarcande, 9e et 10e jour. Là également, nous quitterons notre train pour être confortablement installés dans un grand hôtel à Samarcande, le Registan Plaza Hotel. Et là, Samarcande, rien que déjà ce nom-là, ça évoque en nous énormément d'images et de souvenirs, de lectures. Le récit de grands voyageurs, de Marco Polo, et de Gengis Khan. Et là, nous consacrerons 2 jours, ce qui est le minimum pour visiter cette ancienne capitale, et des villes qui étaient des nœuds de communication de ces énormes routes de la soie, de ces voies caravanières qui étaient nombreuses et qui passaient toutes par Samarcande, Bukhara, Khiva, pour nous citer qu'elles. Ensuite, nous partirons le 11e jour, journée consacrée entièrement en train. Donc là, nous ferons à peu près 1000 kilomètres. Donc nous sommes en tout à 4500 kilomètres en tout de notre circuit. Pour faire en train 4500 kilomètres, ce qui est
énorme, puisque c'est pas des grands pays, des grandes, enfin des grandes destinations entre les villes, mais nous avons quand même des petits allers-retours qui font que tout de même, nous arriverons à peu près 4700 km de train. Et là, donc, la 11e journée est consacrée à la traversée du nord de l'Ouzbékistan pour rentrer en Kirghizie. Et là, nous passerons notre 12e jour dans la capitale de la Kirghizie, Bishkek, qui nous permettra donc de faire connaissance avec cette jolie capitale. Et là, nous partirons aussi pour une nuit dans un grand hôtel de Bishkek. Je n'ai pas encore le nom, mais ça devrait pas tarder. Et là, nous passerons donc la soirée, la nuit, et le lendemain matin, nous reprendrons notre train pour faire à peu près 150 km pour arriver au lac Issyk-Kul, le lac mythique de la Kirghizie. Et là, nous arriverons au terminus dans du train de la Kirghizie. Là, c'est vraiment au-delà de cette gare Balikchi, il n'y a plus de rail. Donc là, nous descendrons et nous profiterons donc de notre journée au bord de ce lac, deuxième plus grand lac alpin au monde, pour profiter de la beauté et surtout de son paysage avec les montagnes du Tian Shan qui forment la frontière naturelle avec la Chine. Et du coup, nous passerons la journée du 13, puis nous reviendrons dans notre train pour revenir vers l'Ouzbékistan, remonter vers le Kazakhstan, et nous arriverons donc le 14e jour à Almaty, dans l'ancienne capitale, mais néanmoins magnifique ville qui peut être considérée comme la deuxième capitale du Kazakhstan, avec très dynamique économiquement, des grands booms immobiliers, enfin vous verrez par vous-même bien sûr. Et le 14e jour, nous quitterons définitivement notre train, et là nous passerons la nuit dans un grand hôtel de Almaty et nous consacrerons notre journée à la découverte. Puis le 15e jour, ce sera donc un départ très matinal pour aller prendre l'avion pour rejoindre Paris. Voilà, donc je vous embarque maintenant. Nous sommes arrivés à Tachkent, un peu fatigués, 3 heures de décalage horaire, 4 heures la Kirghizie, je le dis au passage également, mais on s'en remet très rapidement. Et là, donc, la première journée, nous serons déjà donc en train de découvrir ces fameux donc médersa, mosquées, énormément de sites. Là, nous sommes devant la mosquée donc Barakan, donc qui est le siège du conseil donc musulman de l'Ouzbékistan, magnifique avec ses coupoles donc de majoliques qui sont la marque distinctive de l'empire des Timourides, du passage Tamerlan, de son ciel, de son épopée, donc qui a duré à peu près 200 ans avec ses successeurs, mais qui a laissé des traces énormes donc dans la construction. En fait. Ça, nous verrons bien sûr sur place. Mais ce bâtiment est déjà un bâtiment emblématique des 2 autres bâtiments que vous verrez donc à travers le pays. Et là, sur cette place, il y a également en face la bibliothèque Moubarak que nous visiterons parce qu'il y a le Coran d'Osman, un Coran unique, un des plus vieux Corans au monde qui date du 7e siècle, a été ramené par le 3e calife de Mahomet, qui a été exposé ici à Tachkent jusqu'à l'arrivée des Russes en 1860, qui l'ont ramené à Saint-Pétersbourg, que Lénine l'a rendu en 1924 à la République socialiste soviétique de l'Ouzbékistan. Et c'est un magnifique exemplaire énorme, vous le découvrirez vous-même. Donc cette place est vraiment très importante à Tachkent. Tachkent a peu de monuments d'époque, car en 1966, un grand tremblement de terre a détruit toute la ville, en tout cas détruit une grande partie de la ville avec beaucoup de victimes. Donc ce qui fait que Tachkent a moins de bâtiments donc qui ont tenu le choc après ce tremblement de terre. Voilà, donc nous dînons et nous passons la nuit à l'hôtel Tachkent, et le lendemain nous faisons notre petite excursion dans la chaîne de montagnes donc Shingan, et le soir nous arriverons à nouveau à Tachkent pour embarquer à bord du train. Je vous parlerai dans une deuxième partie la vie à bord du train, l'organisation à bord, mais tout d'abord on découvre le trajet. Je laisse donc faire partie de la vidéo qui nous amène à Khiva, à 1000 km donc à l'ouest de Tachkent.
Et voilà, et notre train nous a amenés donc jusqu'à Khiva, pendant en traversant tout le Kizilkoum. Et là, vous avez déjà vu des visages, énormément de visages. Donc, peut-être avez-vous noté une différence. C'est une myriade, une mosaïque de peuples, donc une interpénétration de, de cultures. Et vous verrez ce peuple très hospitalier, très souriant, super, vraiment toujours affable et content de voir les touristes. Nous sommes dans des pays à religion dominante musulmane. Ce sont pas des religions, des pays de religion musulmane, ce sont des pays laïques, des républiques laïques à religion musulmane. Donc il n'y a pas tout ce qui, par exemple, des obligations vestimentaires pour porter dans les rues, en tout cas pour les dames. Uniquement quand on rentrera dans les établissements religieux, bien entendu. Et il n'y a pas d'appel à la prière en haut donc des minarets. Tout ça est on va dire un islam modéré, très calme, très tolérant, et c'est vraiment très agréable. En Kiva, bon, superbe. Donc là, c'est vraiment la perle de l'Asie centrale. On est vraiment gâté. Là, nous arrivons dans une ville de 50 000 habitants, hein, donc toute petite ville, mais qui vous donne déjà une idée vraiment de ce qu'étaient les villes de la route de la soie. Donc l'organisation, en tout cas, avec une forteresse donc entourée d'un rempart, vraiment le schéma typique des villes de l'époque, avec qui est à l'intérieur comme nos châteaux forts, où il y avait donc le siège, l'administration, et dehors les ouvriers, les artisans en dehors, et qui donc sera été rapatriés à l'intérieur lors des attaques. Donc nous avons devant nous déjà un magnifique dôme, c'est le magnifique de Pahlavan Mahmoud, qui était le saint soufi. Le soufi, c'est une des branches mystiques de l'islam en Asie centrale, qui est donc vécu au XIIIe siècle et qui est enterré ici, qui est un lieu de pèlerinage, donc on en parlera plus en détail sur place. Et à gauche, vous avez donc le minaret Islam Shah, qui est le plus grand minaret, le plus haut minaret de l'Asie centrale, et qui fait plus de 65 mètres de haut, mais qui est tout récent, en 1910. C'est pas selon moi le plus beau des minarets, mais c'est un des minarets qui vous donne déjà une idée de quand même la prouesse des bâtisseurs au siècle dernier, hein, puisqu'il date de 1910, à l'époque du tsar. Et donc on peut relever quand même les différentes bandes de majoliques, et donc ils ont fait un petit clin d'œil à l'architecture et à la manière de construire de l'époque des Timurides. Voilà, ça c'est donc la petite ville de Khiva. Nous allons y consacrer la journée entière. C'est une ville un peu comme le Mont-Saint-Michel de l'Ouzbékistan, grossièrement parlant, c'est pour faire une comparaison, mais qui n'est pas raison, hein, comme on dit, mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui viennent visiter Khiva, mais beaucoup d'Ouzbeks. Donc nous serons déjà complètement immergés dans la société ouzbèque, et c'est vraiment un régal pour les yeux de voir également les populations bariolées, habillées avec des habits bariolés qui planent et qui viennent se promener pour la journée. Une ville donc de 500 mètres sur 500 mètres à peu près à pied. Donc nous sommes arrivés à la gare de Khiva, qui est juste à côté donc de la ville, et là nous consacrerons la journée avant donc de partir vers Bukhara. Bukhara, donc je vais maintenant laisser démarrer la vidéo. Là, nous allons faire 460 km dans le sens inverse pour revenir sur Bukhara.
Là, nous avons fait déjà 2 nuits dans le train. Nous sommes arrivés à Boukhara, Boukhara la Noble, Boukhara la Sainte. C'est sur cette ville que les Arabes ont jeté leur dévolu quand ils ont apporté la religion de l'islam en Asie centrale au 7e siècle, au 8e siècle. Et là, ils ont construit énormément de bâtiments religieux jusqu'à 113 médersas. Ce qui fait il nous faut au moins 48 heures on ne va pas toutes les visiter, bien entendu, mais il faut visiter les plus belles, les plus emblématiques, les plus resplendissantes, et nous le ferons. Là, devant vous, déjà, vous avez la mosquée Kalon, qui est capable donc d'accueillir 10 000 fidèles, même à l'époque à laquelle elle a été construite et démolie par Gengis Khan au XIIIe siècle. Donc déjà, elle datait du XIIe, et là, elle a été rebâtie à l'identique. Elle accueille toujours autant de fidèles lors des grandes fêtes religieuses. Derrière, au fond, vous pouvez apercevoir la citadelle, toujours pareil, la citadelle qui était le siège du gouverneur. Et nous visiterons tout cela à pied. Depuis la gare, nous prendrons des bus qui nous déposeront et nous passerons donc notre journée à pied, car les centres-villes historiques sont très abordables à pied. Il y a très peu de circulation à l'intérieur donc de la ville, et ça permet donc de passer un moment incroyable. Là, nous voyons toujours la même mosquée, mais de l'autre côté, ce qui permet de découvrir le minaret Kalon, magnifique, emblématique minaret qui date de l'époque donc de Gengis Khan. Et même Gengis Khan, quand il est entré dans Boukhara, l'a épargné tellement il a été ébloui de la prouesse et de l'architecture fabuleuse de ce minaret, ce qui n'a pas été le cas de d'autres bâtiments. Mais en tout cas, juste en face, derrière le minaret, vous apercevez les 2 dômes de la médersa Mir Arab. Là, franchement, c'est le lieu pour la photo du siècle. Le soir, quand le soleil va se coucher, et le matin, c'est un régal pour les yeux, c'est une féerie. La lumière est magnifique, la place est douce, il y a un vent qui est très agréable, et je engage tout le monde. Et même le soir, il y a un son et lumière. Donc nous avons notre hôtel qui est à 150 mètres derrière. Je le vois, mais il faut connaisseur pour le savoir. Donc, il est notre hôtel Asia, donc Boukhara Palace, qui est juste derrière. Et là, nous allons visiter, consacrer 48 heures pour partir à la découverte de ces caravansérails. Donc, le voilà, par exemple, un des caravansérails de Boukhara, vous en verrez beaucoup. Ce sont donc des bâtiments ouverts qui permettaient aux anciens commerçants des routes caravanières de s'arrêter, d'échanger, de vendre alors, autant de produits qu'ils pouvaient, d'échanger des chameaux et également des marchés d'esclaves. Et là, bien sûr, nous voyons un monsieur qui est marchand de tapis, et là, bien sûr, on le découvre en jean avec un t-shirt et sûrement un portable dans la poche. Ils sont bien changés. Le monde a changé, eux aussi. Et donc, mais par contre, leur envie de vendre, leur envie de vanter leur tapis est toujours aussi présente dans leurs yeux, et ils pourront des récits magnifiques. Et c'est un lieu de shopping, on peut dire. Si on veut ramener les fameux tapis de Boukhara, c'est vraiment là qu'il faut le faire. Vous verrez énormément de bijoux, de couteaux, d'enluminures, de tapis. Il y a d'ailleurs des manufactures de tapis à Boukhara et à Samarkand que nous visiterons. Ce sont donc également de papeterie, avec les feuilles de mûrier. Et donc, c'est vraiment un lieu également où nous visiterons, bien entendu, des magasins pour vous permettre donc de ramener autant de souvenirs que vous le souhaitez. Ça, ce sont donc la partie toujours dans le centre-ville. Là, nous quitterons donc ensuite Boukhara pour nous rendre dans la ville de Chakhrissiab, c'est la plus méridionale de notre circuit, la capitale de la ville natale de Tamerlan. Et donc nous voyons 2 tours encore qui sont encore là, mais qui ne sont que le portail d'entrée de l'immense palais blanc de Tamerlan, qui a été détruit par le temps, par les séismes, par les incendies, mais il reste néanmoins 2 tours vertigineuses. Et là, nous passerons un moment entouré des montagnes du Pamir, et ça permet de voir une petite ville, donc et de rendre hommage donc à ce fameux Tamerlan dont nous parlerons très très souvent à bord de notre train, et qui a conquis au passage, je vous rappelle, depuis l'Anatolie jusqu'à frontière de la Chine, et puis jusqu'à la péninsule indienne, jusqu'à la Horde d'Or en Russie. Donc c'est pas petit jeu, c'est du grand. Là, nous sommes vraiment dans la grande histoire des conquérants. Voilà, donc là, nous allons y passer la journée, puis nous prendrons le train pour nous rendre à Douchanbé. Donc Douchanbé, là, nous avons quitté l'Ouzbékistan, nous sommes dans donc un Tadjikistan. Alors le Tadjikistan, là, on peut dire c'est un poste avancé de la langue
persane dans cette région, donc des pays essentiellement turcophones, et il ferait presque figure d'intrus par sa mosaïque de peuples issus des anciens Afghans et des anciens Iraniens, et donc ils se distinguent vraiment physiquement et par leur langue, une langue absolument incompréhensible par les autres pays de l'Asie centrale. C'est une langue, le farsi, langue plutôt l'afghan. Et là, nous avons donc des personnes même blondes, roux, aux yeux bleus, qui sont peut-être les descendants d'Alexandre le Grand quand il est passé par là, il y a très, 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 très longtemps. Et là, nous allons visiter le parc Roudaki, on voit le siège du Parlement derrière, et nous passerons une journée superbe dans cette ville provinciale. C'est une ville qui a une centaine d'années, mais le Tadjikistan, c'est le Pamir, c'est le toit du monde, avec des montagnes vertigineuses jusqu'à 7700 mètres d'altitude, mais notre train passera par des vallées basses, donc nous sommes à 800 mètres d'altitude. Le soir, nous rentrerons donc sur Samarcande, le joyau. Il n'y a pas assez de mots pour décrire Samarcande. Et là, nous retrouverons donc une incursion à nouveau dans l'Ouzbékistan en ayant dit au revoir au Tadjikistan. Au passage, je vous parlerai des contrôles frontaliers tout à l'heure dans la description du train. Là, on lance la vidéo. Voilà, bienvenue à Samarcande. Je dis toujours que s'il existait un panthéon des villes d'Asie centrale, l'Ouzbékistan serait ravi et serait fier d'avoir au moins dans le top 5 les villes donc les plus importantes, donc comme Samarcande, Bukhara et Khiva, des villes de plus de 2500 ans d'existence et qui sont toujours là. Quand vous arriverez dans ces villes, vous sachez qu'il y a 2500 ans d'histoire qui vous regardent et qui sont toujours aussi dynamiques, remplies donc d'histoire, chargées d'histoire. Bien que Samarcande ait été totalement détruite à l'époque Gengis Khan au XIIIe siècle, elle a ressurgi de ses cendres grâce à Tamerlan. Et là, nous sommes accueillis donc par le Régistan, cette place emblématique du centre de Samarcande. Donc, nous y passerons 2 jours avec donc 2 jours, mais 2 nuits. Nous partirons le 3e jour très tôt à la gare. Nous avons 2 nuits, ce qui est le minimum qu'on puisse avoir pour visiter bien Samarcande dans un hôtel situé près du Régistan, un hôtel dans le standing. Et là, nous avons donc la possibilité d'aller voir ce fameux Régistan qui le soir se transforme en nuit de féerie, comme vous avez vu dans la vidéo, de spectacle de son et lumière. Donc à gauche, la Médersa Ulugh, à droite, la Médersa donc Shirdor et au fond Tilyakari, trois médersas qui se regardent depuis des siècles et qui sont superbes. Enfin, mon dévolu, je le jetterai sur celle du fond, puisque sous le dôme bleu, vous verrez par vous-même l'enluminure en feuilles d'or qui décore toute la mosquée donc de Tilyakari. Enfin, il n'y a pas assez de mots, même on se tait quand on voit ça. C'est la description est même superflue, mais nous serons ravis d'apporter bien sûr avec Charop toutes les informations nécessaires, mais nous visiterons donc d'autres bien sûr bâtiments comme le Gouremir, comme Bibi Hanoun, comme Shahrizinda, la nécropole des rois, les émirs de Samarcande. Et là, nous serons plongés vraiment dans les contes des 1001 nuits, dans les récits d'Ali Baba, dans Marco Polo, toujours au sein donc des fameuses routes caravanières de la soie. Et tout autour, nous serons toujours baignés par les eaux du Lamou Daria, qui sont pas très loin, qui alimente les fameux champs de coton. D'ailleurs, je suis content d'avoir gardé cette petite capsule de coton que vous cueillerez sûrement avec moi dans les champs de coton. Je l'ai cueilli l'année dernière, toujours près de moi, sur mon bureau, l'or blanc de l'Ouzbékistan.
Donc, superbe champ de coton et notre voyage se situe à l'époque, justement en octobre, à l'époque donc de la floraison et la récolte, ce qui est super parce qu'on s'arrêtera pour pouvoir peut-être parler avec des ouvriers et en tout cas ramasser, pourquoi pas, des capsules de coton toutes fraîches que vous ramènerez comme moi et que vous pourrez garder délicatement sur votre table chez vous en France. Donc là, nous allons visiter Samarcande donc pendant 2 jours et demi avant de reprendre notre train qui nous amènera donc le 11e jour. Alors toute la journée du 11e jour est consacrée dans le train avec le paysage. Nous aurons des conférences à bord. On pourra pas se reposer tranquillement. Ça, je le décrirai tout à l'heure. Et là, nous arriverons donc en Kirghizie, donc situé au nord-est de l'Ouzbékistan. La Kirghizie, elle est peut-être que ses frontières déchiquetées par le maelstrom central asiatique fait que la Kirghizie se forme de nœuds de montagnes dans lesquels on trouve beaucoup de vallées, de gorges, de glaciers, de lacs d'un bleu profond, avec le fameux deuxième lac alpin le plus haut au monde, à 1600 mètres d'altitude, que nous visiterons le lendemain de notre arrivée à Bishkek. Bishkek, donc, nous sommes avec un peuple de fauconniers, de cavaliers, des yourtes qui environnent donc la capitale, avec donc des nomades. Donc, nous verrons les villes, enfin, les pays sédentaires comme l'Ouzbékistan, mais nous verrons également des pays où le nomadisme est toujours là et bien vivant. Donc, même nous apercevons sur le drapeau rouge en haut de l'image le grand drapeau de la Kirghizie. Au milieu, c'est un soleil et au centre duquel figure le sommet de la yourte, un cercle en bois tressé, donc la fierté des Kirghizes, le toit de la yourte. Et au pied, on voit bien sûr deux petits gardes qui font la relève toutes les heures et nous aurons la chance sûrement d'y assister. Au milieu, nous avons donc le bâtiment du siège présidentiel et devant la statue du personnage mythique, le Manas, cette épopée des peuples kirghizes depuis des millénaires qui se transmettent. C'est un recueil de 500 000 vers, une tradition orale essentiellement. Donc le Manas, nous en parlerons bien sûr plus en détail sur place. Là, nous sommes donc à 800 mètres d'altitude et nous profitons de notre journée, de notre nuit à bord du train pour le lendemain, donc arriver. Donc juste avant, nous aurons fait une halte dans ce parc de Ala à Archa, ici pour nous permettre de voir un peu les contreforts du mont Tian Shan qui forme la chaîne donc de frontalière avec la Chine, et nous aurons la possibilité de nous promener tout seul avec notre guide pendant une petite heure à travers un sentier bien balisé pour aller sentir la nature, se dégourdir les jambes et prendre des super photos et de voir donc peut-être des aigles, des faucons et d'autres animaux. Et là, donc le lendemain, nous prenons notre train qui nous amène à Balikchi, au bord de ce lac mythique. Si vous reprenez chez vous la carte de la Kirghizie, vous allez vous apercevoir que la Kirghizie forme comme un dragon, la gueule ouverte de l'Orient vers l'Occident. Et son œil bleu, ben, c'est justement le lac Issyk-Kul, qui est un lac de 170 km sur 70 km. Donc peu profond, et nous profiterons peut-être de la météo clémente pour nous y baigner. En tout cas, nous ferons une très jolie croisière à bord d'un petit bateau pour nous permettre de voir les montagnes aux alentours et de regarder ce bleu magnifique, avec beaucoup donc de stations thermales, pour de relaxation, également de remise en forme, avec des centres qui proposent de la boue liquide pour recouvrir tout le corps, pour chasser les rhumatismes. En tout cas, sachez que beaucoup d'habitants de Bishkek viennent aussi délaisser c'est prélassé, excusez-moi, c'est prélassé le week-end, les jours de congé, parce que nous sommes à 180 km de la ville et là, il y a beaucoup donc des restaurants, des bars, des discothèques. C'est vraiment superbe à regarder parce que ce sont des villages très agréables. Et là, de faire bien sûr une connaissance avec la nature. Donc, Kirghiz. Et là, nous passerons donc la journée pour revenir en Ouzbékistan pour le lendemain, par une incursion en Ouzbékistan très rapide, mais qui nous permet de reprendre la jonction ferroviaire pour aller au nord, au Kazakhstan. Et là, nous allons découvrir le Kazakhstan, l'ancienne capitale, Almaty. Là, nous sommes à quelques encablures de la Chine, à 25 km du sud, au sud, c'est déjà encore la Kirghizie. Donc, vraiment au fin fond, dans les montagnes Alato, la chaîne de montagnes Alato, qui est une partie de la chaîne de montagnes Tian Shan, qui fait la frontière avec la Chine. Et là, nous allons donc découvrir cette capitale très dynamique, plus d'1 million d'habitants, qui se dispute avec Astana pour
par rapport à son boom économique et immobilier, bancaire, etc. Donc, nous participerons en y étant à cela, à être témoin donc de cet essor, les nouvelles routes de la soie, on peut dire les nouvelles routes envisagées par la Chine, de création donc de routes et de voies ferrées et de transport de marchandises très modernes traversent donc le Kazakhstan. Nous consacrerons notre journée pour visiter le musée national, magnifique musée national, de visiter les monuments les plus remarquables, et visiter les parcs, la fameuse magnifique église orthodoxe en bois qui date du grand-père de Nicolas II, donc la fin du 19e siècle, il y a 50% de Kazakhs et 50% de Russes qui vivent donc en Kazakhstan, ce qui fait une mixité et un écuménisme tout à fait intéressant de l'église orthodoxe et de mosquées. Et également, donc, du chamanisme, parce que c'est une religion, donc, une croyance très présente en Asie centrale. Donc, moi, je suis d'abord en train pour, être avec, le groupe de voyage d'exception et, également, je serais ravi de faire un cycle de, conférences à bord du train, des fois peut-être dans des hôtels, pour, tranquillement pour être avec vous. Et donc, je ferai une présentation géographique et historique des 5 États de l'espace donc central-asiatique. L'empire de Tamerlan également, avec les routes de la soie, et bien sûr, et des Russes jusqu'à l'indépendance en 1991. Ces républiques ont connu on va dire des histoires mouvementées. C'est peu de le dire. Et donc, ce sera toujours très intéressant de l'aborder, mais surtout, il ne faut pas oublier que l'histoire, c'est l'histoire qui s'écrit aujourd'hui également, et l'histoire qui s'écrit aujourd'hui, ce sont les nouvelles routes de la soie avec l'émergence des hydrocarbures, l'émergence de la Chine, de ces pays qui participent à ce concert donc des nations et qui se font un relais entre l'Europe et la Chine et les pays asiatiques et l'Inde. Donc tout ça c'est très très stratégique et c'est tout aussi passionnant que les récits de Gengis Khan et Tamerlan, car ça montre, vous verrez les populations, cette mosaïque de peuples qui a envie de participer à cet essor-là, d'émerger après des siècles peut-être de fermeture et où on a tendance un peu à les oublier. Et je peux vous dire qu'ils vont faire parler d'eux. Voilà, donc là, nous lançons la dernière vidéo pour bien vous présenter le train. J'en viens dessus. Everything has been sweet, everything has been perfect, and we've been very, very impressed. It's been sort of like an all-inclusive holiday then, so to speak, where everything has been arranged. The highlight has just been the whole trip, everything, you know, fantastic train, fantastic guides, interesting people, lots of history. The kitchen cuisine, amazing, excellent. We had a couple of nights on the train, a couple of nights in the city, a bit of leisure time. I think overall it was a very well balanced program. Voilà, vous avez une vision donc déjà une vue d'un des wagons. Vous avez vu donc grâce à cette vidéo. Donc à bord du train, notre train fait à peu près 12 wagons à peu près, et avec 2 wagons restaurants au milieu de la rame et avec un seul service. Et également, vous avez 2 catégories. Donc ça, c'est très important, c'est de choisir votre catégorie. Voyage à l'exception propose 2 catégories, Aladdin et Calife. Aladdin, c'est un wagon avec 8 compartiments, donc 16 passagers par wagon au maximum. Donc ça permet à des gens qui ne veulent pas mettre un budget trop important dans la catégorie. Donc, ça permet donc de voyager, de visiter exactement les mêmes choses que nous verrons, mais de voyager à moindre prix, à moindre frais. Et là, c'est un très joli compartiment de 2 lits, donc côte à côte, avec les bagages. On les voit sur la petite description. Alors, on peut mettre les bagages, bien sûr, en haut de la porte d'entrée du compartiment, sous les banquettes, mais je conseille de prendre, pour les premiers jours, de prendre dans votre wagon, dans votre compartiment, le nécessaire pour passer les premiers jours et laisser toujours la grande valise à disposition des 2 voituriers qui sont dans le wagon, qui restent dans le wagon. Ce sont les 2 surveillants de wagon. Et là, tous les grands bagages, moi, je sais ce que je fais, c'est que je laisse mon bagage à la sortie du wagon, dans le wagon, bien sûr, mais à l'extrémité du wagon, qui est un lieu qui est accessible à tout moment, 24/24, pour aller rechercher donc des habits ou amener la valise dans le compartiment pour
prendre des habits propres et de ramener la valise, ce qui fait quand même qu'on a un espace dégagé pour les jambes et pour un espace petit. Je rappelle quand même qu'un compartiment, c'est un petit espace. Tout centimètre carré est libéré, toujours bon à prendre. Donc, je vous conseille vraiment de faire cela. Pour ceux qui viendront avec moi à bord, vous comprendrez rapidement comment on fait. À bord du wagon, vous avez sur la petite tablette de la photo des prises, une prise en tout cas, une prise 220, et vous avez également un bouton pour actionner la radio de bord, parce qu'à bord, nous avons l'équipe de guides de toutes les langues, et notre guide francophone parlera souvent à bord de la radio pour nous annoncer le petit déjeuner, pour nous annoncer des arrivées en ville, pour nous annoncer les informations nécessaires et importantes. Et là, vous serez donc dans votre petit espace et vous pouvez toujours fermer la porte de l'intérieur, mais pas de l'extérieur pour ne pas avoir à perdre des clés. Chaque wagon, vous avez vu une équipe, donc au départ, une équipe donc de voituriers qui est chargée de la surveillance, de la propreté, de l'hygiène, d'apporter tout le confort et répondre à vos questions. Ils sont là 24 heures sur 24, vous ferez connaissance avec eux, ils deviendront des amis, même s'ils ne parlent pas votre langue. Ils sont formés depuis de très longues années. Je connais très bien ce personnel pour y avoir travaillé de très longues années dessus. C'est un personnel à moitié russe et à moitié ouzbek qui travaillait sur le transsibérien sur lequel je travaillais pendant de très très longues années. Donc je les connais, ce sont des collègues, des amis depuis, et je vous assure qu'ils sont ravis et très très bien, très professionnels, et ils sont là pour répondre à toutes vos petites questions. Chaque fois, vous aurez également le programme affiché et donné affiché dans le couloir et donné sous les portes chaque soir pour le lendemain en français. Vous avez donc la possibilité également d'avoir des prises dans le couloir pour brancher les nombreuses recharges d'appareils. Et donc dans ce wagon-là, pour accéder aux douches et aux toilettes, c'est à l'extrémité du wagon. Vous avez deux cabinets d'essai et un cabinet de toilettes comportant une douche et deux lavabos. Et c'est très simple, il ne faut pas prendre peur de cette histoire de douche commune, c'est très très efficace. Vous avez donc la possibilité dès la veille de vous inscrire sur une feuille qui sera affichée sur la porte de la douche pour vous inscrire pour un passage à la douche à n'importe quel moment entre minuit et 5 heures du matin, et vous inscrivez votre nom et c'est tout. Et donc quand vous arrivez, la douche est pour vous, le petit compartiment de douche et vous attend. Là, vous y trouverez des petits échantillons de gel douche, de shampoing, de serviettes de toilette, un sèche-cheveux, donc, et le passage donc des voituriers pour le nettoyage des douches effectué toutes les heures est vraiment impeccable. Je n'ai jamais eu de remarques et si jamais il y en avait, la remarque irait vite aux oreilles donc des voituriers, et pareillement pour les toilettes, donc nettoyer à tout moment, et vous pouvez utiliser donc les toilettes à tout moment, ce qui est un grand avantage, parce qu'il y a beaucoup de trains ordinaires ont les toilettes fermées pendant les arrêts dans les villes, et là ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même un très grand avantage. Là, vous avez également, pour aussi parler maintenant de la deuxième cabine, la cabine, alors là nous sommes dans le grand luxe, la cabine Calife. Là nous avons un compartiment beaucoup plus grand avec vous pouvez voir le lit qui se replie, la banquette qui se déplie en lit. Fait un lit à peu près de 1m84 de largeur, c'est de longueur 1m12, excusez-moi, de largeur, et au-dessus un lit supérieur. Et c'est le grand avantage, c'est d'avoir son propre cabinet de toilette et la douche privative avec WC, lavabo et douche privative. Et ça fait déjà un compartiment beaucoup plus grand avec, peut-être vous le voyez, mais entre la toilette et le dortoir, si on peut dire, le petit séjour où il y a les couchettes, vous avez un placard. Et là, vous êtes dans un compartiment, dans un wagon où il n'y a que 4 compartiments, donc 8 passagers au maximum. Donc, la différence est là. Donc, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est vraiment savoir quel compartiment je veux. Ça, c'est vraiment primordial, car sinon, vous serez embêté pendant votre circuit si vous faites un mauvais choix. Donc là, vous avez donc également, bien sûr, la présence de 2 voituriers. Et au milieu du train, vous allez trouver 2 wagons restaurants. Donc, une capacité, je répète, 12 wagons. Nous sommes à peu près une centaine de clients de tout horizon. Ça peut y avoir des Allemands, des Italiens, des Espagnols, en fait, tout un brassage européen, international à bord, donc multinational. Et là, nous sommes réunis donc dans 2 wagons avec un service unique de restauration pour le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Je rappelle simplement que le déjeuner et le dîner sont servis à heure précise parce que c'est une qualité irréprochable donc des produits qui sont travaillés, ils sont frais.
qui sont travaillés donc au moment de servir. Donc les plats sont chauds. Si on demande à venir à 19h, il vaut mieux venir à 19h, pareil à 13h, d'être là à 13h. Pour le petit déjeuner, c'est beaucoup plus libre. Nous savons que les gens vont se réveiller à des heures différentes. Donc le petit déjeuner est servi grosso modo entre 7h30 et 9h30. Vous venez à l'heure que vous voulez. Les places sont réservées selon les groupes. Vous aurez toujours les mêmes tables et entre vous, dans le même groupe de voyage d'exception, vous asseyez comme vous voulez, mais vous aurez 3 tables, puisque 12 personnes, c'est ça, 3 tables attitrées pour le groupe de voyage d'exception. Donc le matin, ben, c'est une table, un buffet en liberté, on peut dire, un buffet où vous allez vous servir de beaucoup de choses, parce que le petit déjeuner est très copieux. Et là, vous pouvez venir à l'heure que vous voulez, entre 7h30 et 9h30. Vous êtes réveillé par la radio de bord qui nous annonce donc le début du petit déjeuner et vous souhaite un bonjour. Et donc là, nous aurons donc des places donc d'inspiration locale, pas trop épicées. C'est pas une cuisine très épicée. Vous avez vu d'ailleurs au passage dans la vidéo de Samarcande le fameux plof, le fameux plat traditionnel donc ouzbek fait à base de riz, de viande. Si on est végétarien, vous devez vraiment le dire parce qu'il y a beaucoup de viande en Ouzbékistan, du poisson, mais de la viande. Et à bord du train, on essaie de faire une restauration équilibrée. Vous aurez du poisson, vous aurez des légumes, donc uniquement des légumes vapeur, par exemple, si vous préférez. Après, vous avez des plats à base de viande, pas trop de moutons. Il y a beaucoup de poulet, de bœuf, mais il y a également, peut-être dans les familles, dans les moments où nous serons dans des familles, pour dîner en ville, ils ont la grande hospitalité ouzbek pour vous faire goûter leur plof. Là, vous aurez peut-être un peu de viande de mouton, mais si vous n'aimez pas, c'est aucun souci. Vous nous le dites, c'est très important. Même pareillement pour les régimes alimentaires, sans sucre, sans sel, voilà, des problèmes. Nous avons besoin de le savoir parce que le but, c'est pas d'être malade. Le but, c'est de voyager le plus confortablement possible, très important. Et moi, je fais l'écho de le dire aux partenaires dans les villes, transmettre tout cela, ça c'est très important. Pour les boissons, vous avez donc la catégorie calife, les boissons sont incluses, en tout cas tout ce qui est bière et vins locaux, donc et également un choix entre 2 plats à bord du train. Pour les déjeuners, les dîners en ville, là, tout est à la charge. Ce qui n'est pas compris, je veux dire, les boissons sont à la charge des clients. À bord du train, vous avez donc les catégories qualif, c'est important de le répéter, catégorie qualif, vous avez donc la possibilité d'avoir un choix entre 2 plats et également les boissons à volonté incluses, telles que bière et vins locaux. Pour les catégories Aladdin, là, c'est à votre charge, en dehors de l'eau, bien sûr, qui est sur les tables, hein, l'eau, bien sûr, et des boissons offertes en départ et lorsque nous quittons donc notre train et lorsque nous arrivons, nous avons bien sûr des petits moments donc avec des boissons offertes pour tout le monde. Mais alors, pour régler à bord du train les boissons qui ne sont pas incluses, vous aurez, comme vous le voyez sur la fenêtre au milieu donc de la table, positionnée vers la fenêtre, 2 petites cartes. Une carte qui propose donc l'explication de tous les menus à bord du train, du premier jour jusqu'au dernier jour, et une deuxième carte qui sont la présentation des boissons qui vont des alcools forts en passant par les vins, puis les bières, puis les coca, les boissons plutôt soda, et donc tout ce qui est en plus, en supplément. Et là, vous pouvez régler à la fin de la croisière ferroviaire, car là, on distribuera avec Charov ce qu'on appelle un petit passeport des boissons, qui est à présenter à chaque demande d'une boisson à bord du train uniquement, pas en ville, hein, à bord du train. Et là, donc, chaque fois, le serveur va cocher et va pas vous faire payer au cas par cas, mais va vous faire payer à l'issue du circuit, la veille de quitter définitivement le train en espèces, uniquement en espèces, pas en euros, en euros, en dollars, pas en CB, pas de carte. Il n'y a pas encore de terminal qui nous permettent d'accéder donc au paiement par carte de crédit. Donc ça, c'est important de le savoir. Et dans ces wagons au restaurant, nous avons aussi un bar. Vous pouvez à tout moment venir prendre une boisson et même si vous ne consommez pas, vous pouvez venir pour discuter avec des amis, prendre un moment pour lire un livre, en dehors bien sûr des moments du repas, mais vous pouvez vous installer là à tout moment. Vous ne serez pas importuné par les serveurs. Vous leur dites que vous ne voulez rien, vous voulez prendre simplement des photos, passer un bon moment, vous installez là et c'est tout à fait admis. C'est votre train pendant tous les circuits, c'est votre train. Et dans ces wagons-là, nous aurons bien sûr des écouteurs qui vous permettront pendant toutes les visites d'entendre des explications de Charov. Et moi, quand je ferai des conférences, ce sera essentiellement dans les wagons restaurants qui sont au centre de la rame. Voilà, donc
Déjà, j'ai pu lire quelques donc questions sur le chat. Température en octobre. Eh bien, justement, c'est idéal. C'est soit le printemps, soit l'automne pour l'Ouzbékistan et les autres pays parce que l'été, c'est insupportable. Ça gêne, ça nuit même à la visite. Là, nous sommes dans une température plutôt fraîche la nuit, 15 degrés, et donc au maximum peut-être 30 degrés dans la journée, sachant que dans l'intérieur du train, nous avons la climatisation et bien sûr à bord des bus et dans les hôtels, et ça leur permet d'avoir une température vraiment très clémente, 15 degrés. Pour parler également de choses, j'ai fait un petit pense-bête pour ne rien oublier. Nous avons un médecin à bord, c'est une obligation, donc un médecin, j'en ai à tout moment à bord du train. Si vous avez des traitements, donc c'est important également de prendre vos médicaments avec vous. Également, le médecin fait tout le nécessaire. Il n'y a pas forcément de tout le temps des pharmacies dans les villes où nous arrêterons, mais la plupart des grandes villes, bien entendu. Mais sachez que si vous avez un traitement, munissez-vous bien sûr de tout votre traitement. Ça pourrait être un peu embêtant si ce sont des médicaments très très spécifiques. Voilà, mais le médecin sera là pour soigner les petits bobos entre autres et j'espère pas les gros bobos. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez amener des boules qui c'est un petit, ça pose rien du tout dans la poche. Ça peut sauver des nuits pour ceux qui sont sujets au bruit, parce que ce sont pas des TGV. Les trains en Asie centrale, comme dans toute l'ex-Union soviétique, ce sont des wagons, des trains qui pourraient peut-être plutôt penser comme les corails à l'époque, hein, donc en France. Donc des trains qui font un peu plus toutoum, 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 toutoum. Donc on s'y habitue, ça permet de se percer. Peut-être pas la première nuit, je le sais très bien, parce que j'en suis à plus de 50 voyages à bord de ce train. Donc, je sais très bien que les boules qui peuvent sauver des nuits. Donc, si certains, voilà, ont un casque, sinon, vous pouvez le prendre et ça peut être salvateur. Voilà. Donc, pour les prises, c'est des prises à 220. Donc, 220 volts. Il y a, alors, à bord du train, un des grands avantages, c'est la sécurité à bord du train. Je vous assure qu'on n'a pas besoin de fermer les portes si on veut aller dîner, déjeuner, voilà, et sortir. Les deux voituriers sont là constamment. Aucun autre passager ne viendra à bord des wagons, sauf nos clients. Et donc là, vraiment, il y a bien sûr, il ne faut pas laisser ostensiblement un porte-monnaie en évidence sur la tablette de votre compartiment, mais je vous assure, je n'ai pas eu une seule fois un vol à déplorer à bord. Tout se retrouve. Et ça, c'est vraiment ça apaise bien et c'est un grand plaisir. C'est un voyager dans un grand confort. Et je vous assure que là, nous serons en parfaite sécurité dans les conditions les extrêmes de standing pour circuler et voyager à travers tous ces trains. Ah oui, la monnaie, c'est important. Toutes ces monnaies sont des monnaies un peu fatigantes parce qu'on se retrouve vite avec des épaisseurs comme ça de billets. Donc, à l'arrivée, avec Sharok, nous arrivons à l'hôtel Ouzbékistan qui vous permet donc d'aller changer de l'argent à l'hôtel Ouzbékistan. Et je vous conseille une cinquantaine d'euros, 50 euros, parce qu'à bord du train, vous payez en euros ou en dollars. Dans les magasins, la plupart des caravansérails, vous aurez des tapis, des habits, etc., etc. Vous pouvez payer en euros. Sans aucun souci, ils vous remboursent, ils vous rendent la monnaie en euros. C'est vraiment pour acheter, par exemple, des cartes des thèmes, une boisson. Si dans la rue vous avez besoin d'acheter un Coca, une Fanta, une petite eau minérale, prendre un café ou un thé, c'est sûr qu'il ne faut pas sortir le billet de 20 euros dans un petit bar, parce que là, il va être très embêté. Ils prendront donc 50 euros, surtout en Ouzbékistan. Pour les autres républiques, vous n'en aurez pas besoin. Nous ne passons pas assez de jours. Vous ne changez rien. Et même si vous vous retrouvez avec un peu trop de soum, qui est la monnaie ouzbèque, vous pourrez toujours l'utiliser pour les derniers achats ou pour la caisse pourboire, mettons, du personnel de train. Parce que d'abord du train, nous avons quand même une cinquantaine de personnels entre les serveurs, les mécaniciens, les voituriers. Donc, ils sont toujours ravis d'avoir quelques soum. Mais je pense qu'une cinquantaine, c'est largement suffisant. Voilà, c'était important de le dire. On prend la carte bleue, la carte de crédit dans tous les magasins. Dans tous les magasins, vous pouvez y aller en carte, mais bien sûr, il y a des frais. Donc, si vous achetez bien sûr un tapis, comme l'année dernière, certaines personnes ont acheté des tapis plus de milliers d'euros. Là, il faut, avec la carte, ça permet donc de régler, sûrement, même s'il y a une petite commission. Voilà. La Wi-Fi. Nous n'avons pas de Wi-Fi dans le train parce que c'est une décision aussi un peu on va dire, du commandement du train. Parce que on s'est aperçu une fois qu'on avait et que tout le monde était coincé dans ce compartiment, plus personne ne sortait dans les couloirs, ne parlait plus, et il y avait une sorte de peu de solitude, et on s'est dit que c'était peut-être un meilleur moyen d'utiliser la Wi-Fi quand on est dans les villes, dans tous les hôtels, dans tous les restaurants,
il y a la possibilité. Moi, je l'ai, en tout cas sur mon téléphone, parce que j'ai une carte ouzbek à l'arrivée. Si certains veulent avoir des petites SIM cartes, vous pouvez toujours demander à Charov pour quelques dollars, quelques euros, pour 3 euros, vous aurez une carte SIM que vous pouvez intégrer dans votre avec Internet illimité. Ça, c'est le meilleur moyen. Parce que d'abord, premièrement, à travers le Kizilkoum, quand on traverse, la liaison n'est pas toujours assurée si on avait la Wi-Fi dans le train. Donc, beaucoup d'agacement, beaucoup d'attentes. Et on a remarqué que ça faisait une ambiance, perdait un peu son dynamisme quand tout le monde était un peu obligé de travailler, de regarder toujours son Wi-Fi. Et c'est pas du tout punitif, pas du tout. D'abord, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de connexions Wi-Fi. Et deuxièmement, qu'il y a suffisamment d'arrêts dans tous les, je veux dire, dans les sorties, grâce à ma carte, dans toutes les villes, vous aurez l'accès Wi-Fi dans les villes. Je conseille toujours de ne pas emporter des valises trop volumineuses. Parce que des fois on n'utilise pas tout ce qu'on a dans la valise. C'est vrai que les valises, vous n'aurez pas beaucoup à les porter, si ce n'est aller dans l'aéroport. L'inconvénient, c'est la place après à bord du compartiment. Comme je l'ai dit, vous pouvez toujours le laisser au voiturier qui les mette dans un local à l'extrémité du wagon. Mais les compartiments sont plus petits que des cabines de bateau. Donc, n'emportez pas de grosses valises Samsonite, non plus de sac à dos. C'est pas très facile des fois les sacs à dos. Prenez plutôt des petites valises souples, comme l'a dit Céline. Donc c'est plus adapté. Et surtout pour les séjours à bord dans nos hôtels, vous prenez simplement un petit nécessaire pour passer 48 heures, pour passer la nuit confortablement. Le train lui part au dépôt pendant ce temps-là, donc on ne peut pas accéder. Donc il est important de prendre son nécessaire pour passer la nuit et puis la journée confortablement. Taille des groupes, écoutez, nous l'année dernière nous étions 17, donc c'est à peu près la taille des groupes. Après, il y a bien sûr d'autres agents qui envoient leur groupe, mais ça dépasse jamais une vingtaine par groupe. Il y a à peu près une dizaine de guides ouzbeks à bord qui nous accompagnent même dans les autres pays, qui nous accompagnent également dans les autres pays. Mais dans les autres pays, nous avons des guides locaux, bien sûr, il faut que tout le monde travaille. Mais il y a à peu près, je dirais, une dizaine de groupes à bord. À peine 8 groupes à bord à peu près. Nous arrivons à une centaine de passagers maximum. Ça fait peut-être peur des fois. On se dit oh là là, si on descend à 100, comprendre. Alors chacun on a notre bus à l'arrivée dans chaque ville et nous faisons en sorte de ne pas aller au même endroit en même temps pour pas justement faire groupir, pour pas le faire de façon gros groupe où on serait toujours tout ensemble. Même des gens après dans le train disent oh on ne savait pas que vous étiez dans le même train, on vous avait croisé dans un endroit tout ça en ville et franchement, la vie à bord est très agréable, c'est comme une grande passion de famille, c'est très convivial, mais sachez que nous faisons en sorte d'aller pas au même endroit à 100 personnes pour descendre du bus en même temps et remonter du bus. Là, les visites sont souvent croisées, ce qui permet un grand confort donc de visite. Alors, il y a dans tous les restaurants, nous irons, dans tous les lieux où nous déjeunons, nous dînons, et même à bord du train, il y a un cahier des charges. Je vous assure qu'il est très respecté. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un problème. Donc, alors prenez toujours avec vous des petits cachets, mais il y a le médecin de bord à tout ce qu'il faut. Et à ma condition, je n'ai pas eu donc heureusement à déplorer des gros problèmes de santé dus à l'alimentation. C'est une alimentation alors peut-être un peu riche, un peu grasse. Pour ceux qui aiment moins le gras, voilà, des soupes un peu plus grasses, mais vous pouvez toujours refuser, ils ne pourront pas. Et à bord du train, c'est très équilibré. Ce n'est pas forcément de la cuisine ouzbek, tout le temps, c'est une cuisine russo-ouzbek, on va dire, avec des salades, mais tout est, les produits ont été congelés avec donc un certificat et les cuisines sont contrôlées. Je vous assure que le but, c'est de passer, que le ventre passe aussi un très bon moment. Bon, je vois qu'il faut quand même maintenant céder la parole. En tout cas, je serais ravi de vous voir à bord de notre train, pourquoi pas en octobre, pour ceux qui sont déjà inscrits. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Ceux qui ne le sont pas, j'espère que ça vous a décidé. Et un bon été et à bientôt à bord du train. Merci.